Le multitâche, ou l'art de faire plusieurs choses à la fois, est désormais le quotidien de beaucoup d'entre nous. Mais y gagne-t-on vraiment? Unser Gehirn ist nicht gut. Notre cerveau n'est pas doué pour traiter plusieurs tâches à la fois. Le stress que cela engendre est mesurable. Nous savons que le stress peut altérer différentes régions cérébrales. Qu'est-ce que le multitâche induit chez nous? Son pouvoir magique réside dans l'illusion qu'on va pouvoir abattre énormément tout en étant hyper efficace. Un sentiment entretenu notamment par les technologies numériques. Irrésistible tout autant que tyrannique, elle ne nous laisse aucun répit. On est dans cette logique d'alerte qui fait que votre propre mobilisation de votre attention faiblit, parce que vous êtes disponible pour toute sollicitation. Être disponible en permanence, tout en s'acquittant de tâches multiples et variées, semble être devenu la norme. Le multitâche peut aussi être productif. Tout l'enjeu est de trouver la juste mesure et le cadre adéquat. Où se situent les limites? Comment notre cerveau réagit-il lorsqu'il doit effectuer plusieurs tâches simultanément? Et notre corps? Y a-t-il des effets positifs? Est-il vrai que certaines personnes sont plus prédisposées que d'autres pour le multitâche? L'être humain est parfaitement capable de réaliser plusieurs choses en même temps. Mais tout dépend du type d'activité et des conditions. Par exemple, télétravailler tout en gardant ses enfants, le lot de nombreux parents pendant le confinement, sont deux activités difficilement conciliables. Mais qu'entend-on exactement par multitâche? Il n'existe pas de définition bien arrêtée. Pour certains, le multitâche consiste à s'acquitter de plusieurs tâches en parallèle. Pour d'autres, il consiste plutôt à concilier différents domaines de la vie, comme la famille et le travail. Le multitâche est à l'origine un terme issu de l'informatique. Il s'agit de la capacité d'un système d'exploitation à exécuter plusieurs programmes de façon simultanée. Le cerveau humain est lui aussi un centre de calcul gigantesque et complexe. Mais la comparaison entre l'humain et l'ordinateur s'arrête là. Les ordinateurs fonctionnent en effet exclusivement selon des règles mathématiques. Ils se caractérisent par leur capacité à traiter en un temps record, puis à mémoriser un volume considérable de données. Notre cerveau, à contrario, travaille de façon très sélective. La plupart des informations qui nous parviennent n'atteignent pas notre conscience. La plupart des processus se déroulent sans que nous en ayons conscience. Ceux qui sont en mode automatique peuvent avoir lieu en parallèle les uns avec les autres. En revanche, les nouveaux processus, et en particulier ceux qui impliquent des réflexions complexes, ont une capacité très limitée. C'est le thalamus, une partie du diencéphale, qui est responsable de la sélection et du filtrage des informations entrantes. Centre de contrôle majeur des organes sensoriels, il transmet au cortex cérébral les informations pertinentes. Tout ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons ou sentons est traité par le télencéphale dans ses différentes régions. Celui-ci est aussi en charge de la réflexion, de l'apprentissage et de la mémoire. Enfin, le cortex singulaire antérieur, CCA en abrégé, focalise notre attention et oriente notre conscience. Si vous avez, disons, 3 ou 4 tâches différentes à effectuer, la seule façon de les faire correctement et efficacement est la suivante. Se concentrer sur la tâche numéro 1 en mettant de côté les demandes des tâches 2 et 3, puis passer à la tâche 2 en mettant de côté les tâches 1 et 3, et ainsi de suite. En d'autres termes, il faut de la force, de l'attention et surtout de l'autodiscipline. Dans de nombreuses situations, nous surestimons nos capacités et nous nous mettons en danger.
La conduite automobile reste une activité complexe, même quand on a de l'expérience. Ce n'est pas pour rien que le portable au volant est interdit. Des études menées en Allemagne et aux États-Unis ont montré que le fait de téléphoner diminuait la tension du conducteur de 40%, un peu comme s'il avait entre 0,8 et 1,1 g d'alcool dans le sang. Herzlich willkommen. Ja? Cette conductrice expérimentée veut tester par elle-même ses limites et a décidé de suivre un stage de sécurité routière. Dernière recommandation, et la voilà partie. Sa mission, parcourir une distance donnée sur un circuit qui comporte des difficultés et réserve quelques surprises. Elle doit en même temps lire et écrire des messages sur son smartphone ou passer des appels, comme dans la vie réelle en quelque sorte. Elle sait que l'exercice consiste à partager son attention entre plusieurs tâches. Et pourtant, en roulant à 50 km/h, une personne inattentive pendant 2 secondes seulement parcourt près de 30 mètres en aveugle. Je dois avouer que je regarde souvent mon téléphone portable au volant. Et comme toute mère stressée qui essaie tant bien que mal de faire 5 choses à la fois, j'envoie aussi des textos. On ne devrait pas faire ça, je viens de m'en apercevoir. À un moment donné, j'ai dû faire une embardée et ça m'a vraiment choquée. J'ai eu une peur bleue. Autre exemple de distraction due à une communication numérique omniprésente. Ce professeur d'université est en concurrence permanente avec l'ensemble du monde en ligne. Selon des études menées dans 5 universités allemandes, les performances des étudiants diminuent d'environ 1/3 lorsqu'ils utilisent simultanément leur smartphone et leur ordinateur. Comment ça se passe pour vous? Comment répartissez-vous votre attention? Combien de canaux, de plateformes pouvez-vous utiliser en même temps sans avoir l'impression d'être submergé? Je me rends compte que je ne peux pas discuter avec ma mère, par exemple, et faire en même temps mes lacets. Je l'admets. Moi, je n'y arrive pas. Je suis un cours sur Zoom depuis mon ordinateur, tout en prenant des notes sur ma tablette et en consultant parfois Instagram sur mon téléphone. Et je remarque que lorsque je reçois une notification, je perds momentanément l'attention que je portais au cours et je dois la rétablir. Je dirais donc que je ne suis pas capable d'être multitâche. Ça ne fonctionne pas très bien chez moi. J'écoute de temps en temps Spotify, pas à plein volume, mais en fond sonore. Et je n'ai aucun problème pour suivre le cours. Peut-on vraiment écouter de la musique tout en suivant un cours? Notre cerveau peut-il trier sans difficulté les stimuli, impulsions et informations qui l'assaillent en permanence? Des psychologues de l'université de Zurich ont étudié ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'il est confronté simultanément à des contenus pédagogiques et à de la musique. Après tout, de nombreuses personnes travaillent en musique, pensant que celle-ci favorise leur concentration. Certaines théories d'apprentissage soutiennent même cette hypothèse. Au cours de l'expérience de Zurich, les volontaires apprennent parfois avec, parfois sans musique. Ici, par exemple, une étudiante doit retenir du vocabulaire anglais tout en écoutant de la musique classique. Les scientifiques enregistrent son activité cérébrale. Matthias Kobi, le doctorant en charge de l'expérience, observe avec grand intérêt les courbes de l'électroencéphalogramme. Le jeune scientifique examine ensuite avec le professeur Lutz Jenke comment le cerveau maîtrise la double tâche. Le responsable de l'étude, lui-même grand mélomane, n'écouterait jamais de musique en travaillant. Et il sait bien pourquoi. Si par exemple, vous apprenez du vocabulaire avec de la musique en fond sonore, vous allez devoir vous concentrer sur l'apprentissage des mots en mettant de côté ce que la musique déclenche dans votre cerveau,
en le combattant pour ainsi dire. Et cela demande de l'énergie et des efforts. On ne peut pas tenir longtemps. Le professeur Jenke a mis en évidence en laboratoire comment un extrait de Vivaldi déclenchait dans le cerveau de véritables ondes orageuses. Il reste alors peu de place pour le traitement de tâches et d'impulsions supplémentaires. Il y a des exceptions à la règle. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau ouvert et que vous êtes entouré de stimuli, le fait d'avoir un casque sur les oreilles et d'écouter de la musique prévisible, c'est-à-dire facile d'écoute ou simple, avec une structure claire, est un moindre mal par rapport à la multitude de stimuli inattendus qui changent constamment autour de vous. Objectif de l'expérience ? Déterminer à quel point notre attention est sollicitée. On peut calculer assez précisément que 11 millions de bits par seconde sont déversés sur notre sensorium, c'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, notre sens tactile, etc. Sur ces 11 millions, l'individu ne peut en traiter consciemment que 11 à 60. Je vous laisse apprécier l'ordre de grandeur. 11 millions d'un côté contre 11 à 60 de l'autre, que nous devons sélectionner et traiter consciemment. Comment y parvenons-nous ? Dans une chambre insonorisée de l'Institut Leibniz de recherche sur le travail, le professeur Vacher et son équipe étudient comment fonctionne notre perception de la parole. L'expérience porte sur l'effet cocktail party, autrement dit la capacité à diriger son attention dans une ambiance où nous sommes exposés à de nombreux stimuli sensoriels, comme dans un cocktail. Ici, par exemple, on peut entendre 3 personnes en même temps. Comment notre cerveau fait-il le tri ? Il opère d'une certaine manière comme un filtre, mais qui serait alimenté en permanence par des influences contraires, c'est-à-dire qu'il arbitre entre plusieurs informations, ou plutôt entre plusieurs zones neuronales qui traitent chacune certains types d'informations. Dans cette expérience, le groupe de recherche de Dortmund veut déterminer l'importance des informations visuelles annexes, comme les mouvements de bouche, sur la perception de la parole. La recherche sur ces processus d'attention revêt une importance croissante, notamment pour notre vie professionnelle. Il est certain qu'en raison des nouvelles technologies et de l'irruption du numérique dans de nombreux secteurs, nous sommes amenés à traiter nettement plus d'informations que par le passé et que beaucoup plus d'emplois sont liés au traitement de l'information. La situation à ce niveau est sans commune mesure avec ce qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Dans les offres d'emploi, le profil multitâche est souvent recherché. Qui est donc cette perle rare ? Quelqu'un capable d'abattre une multitude de tâches différentes à la fois, tout en restant zen quand il est interrompu ? Communiquer avec les collègues, les clients, les chefs, être en permanence disponible et réactif, travailler non pas sur un, mais sur plusieurs appareils numériques simultanément, et garder en permanence un œil sur toutes les tâches qui arrivent. Telle est pour beaucoup l'image idéale de l'employé efficace. Le phénomène multitâche ne se cantonne pas au monde du bureau. Il est aussi répandu dans les secteurs de la production. L'évolution du monde du travail a également modifié la recherche sur le travail. Si jusqu'à présent on étudiait plutôt les contraintes physiques, aujourd'hui, c'est aussi la charge mentale qui retient l'attention. Comment le cerveau réagit-il lorsqu'il doit par exemple traiter des informations alors que le corps est sollicité en même temps ? Dans cette expérience qui consiste à conduire une barque en réalité virtuelle, le ou la volontaire doit éviter des obstacles sans perdre l'équilibre sur un sol instable. L'exercice fait appel simultanément aux capacités mentales et motrices. Doté des dernières avancées technologiques, ce laboratoire permet de simuler sans danger des situations extrêmes. Conduire une barque est avant tout une affaire de coordination du corps, de stabilité et de planification des mouvements. L'expérience suivante requiert également une concentration soutenue. Cette fois, la volontaire doit traverser un pont suspendu.
Cette simulation fournit de précieuses informations pour améliorer nos espaces de travail. Cela concerne aussi bien l'activité du couvreur que d'autres secteurs comme la logistique, où le personnel traite divers types d'informations tout en se déplaçant. Certaines industries font aussi de plus en plus appel aux lunettes intelligentes, qui affichent des informations en temps réel devant le champ de vision de l'utilisateur. Cette double sollicitation très courante reste peu étudiée. Nous n'en savons pas encore suffisamment pour affirmer, d'une part, que la sécurité est garantie lors de la marche, et d'autre part, que toutes les informations peuvent être traitées correctement. Sur les lieux de travail, l'interaction entre l'humain et la technologie est de plus en plus importante. Un champ de recherche émergent, la neuroergonomie cognitive, s'intéresse principalement aux nouveaux types de contraintes mentales dans l'univers professionnel. Comment parvenons-nous à gérer plusieurs dossiers de front? Et quel intérêt cela présente-t-il? Sommes-nous alors vraiment plus rapides et plus efficaces? Ou au contraire contre-productifs? Les médecins, et plus encore le personnel infirmier, se plaignent eux aussi des charges multiples et des interruptions incessantes. Jongler constamment entre les soins aux patients, le travail administratif et l'organisation chronophage du service est une source de stress. Des chercheurs se sont penchés sur le quotidien dans les hôpitaux. Les études réalisées en milieu hospitalier ont montré que les infirmières en poste le matin étaient interrompues entre 60 et 120 fois selon la tâche effectuée, par exemple lors de la préparation de médicaments. Cela peut conduire à des erreurs médicales catastrophiques. Dans les services d'urgence, comme à l'hôpital Unfall-Krankenhaus de Berlin, disposer de procédures de routine bien rodées et d'une grande flexibilité est d'une importance cruciale. Une réalité difficile à appréhender pour le grand public. Souvent, les gens ne voient pas les blessés graves en salle d'attente, car ceux-ci passent par une autre entrée et sont admis directement en déchocage. Leur prise en charge mobilise un personnel nombreux. Cela prend beaucoup de temps et bien sûr, nous les examinons immédiatement, ce qui signifie de laisser tomber tout le reste. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi ils restent aussi longtemps en salle d'attente. Comme il ne se passe apparemment rien, certains se disent que les médecins ne travaillent pas, qu'ils sont en pause café, alors qu'ils sont peut-être en train de sauver des vies. Des écrans indiquent au personnel soignant dans quel ordre les urgences doivent être traitées. L'urgence est déterminée après une première évaluation médicale. Le triage au service d'urgence s'effectue selon des critères bien définis. Les couleurs indiquent le degré de priorité. Rouge signifie que le patient doit être pris en charge immédiatement. Orange, dans les 10 minutes. Vert et bleu représentent les cas les moins graves. Tout ne peut pas être planifié pour autant. D'un côté, le triage est un système formidable. De l'autre, le travail d'équipe et la coopération sont, pour moi en tout cas, tout aussi importants. Par exemple, si une infirmière qui travaille aux urgences depuis 15 ans vient me dire « Johanna, je n'aime pas ce patient, est-ce que tu peux l'examiner ?» Je vais aller le voir, même s'il est vert et que je ne dispose que d'1 heure. En général, les blessés graves sont annoncés 10 minutes à l'avance et sont attendus par l'équipe soignante. Mais qui dit urgence ne veut pas dire précipitation. Dans la prise en charge du patient, calme et concentration sont de rigueur. Brûlure de 2e et 3e degré qui couvre 15% de la surface du corps suite à l'emploi d'un accélérateur de feu par le patient lui-même. Dans un premier temps, nous n'examinons pas le patient, mais nous prenons 1 minute pour écouter le compte-rendu du médecin urgentiste. C'est une procédure très formalisée. Que s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé? C'est essentiel, surtout en chirurgie traumatologique. Quel est le type de traumatisme? À quel genre de blessure doit-on s'attendre? Et qu'est-ce qui a été fait jusque-là? C'est seulement après que nous transférons le patient et commençons la prise en charge. Lorsqu'il s'agit de gérer le multitâche, la fluidité dans les processus de travail et la clarté dans la communication sont des impératifs absolus. L'Université des sciences appliquées de Koblenz
étudie le phénomène multitâche dans un domaine complètement différent, celui des grandes entreprises. On dit toujours qu'il y a trop de multitâches dans le monde de l'entreprise. Et c'est ce que nous constatons sur le terrain. Le problème est donc bien identifié. C'est le changement de cap qui est compliqué. Pour l'employé, toute la difficulté consiste à ne pas perdre de vue l'ensemble des tâches diverses et constamment renouvelées. Ce qui a été fait et ce qui reste à faire est noté ici, sur de petites feuilles de papier. Une méthode à première vue désuète à l'heure du numérique, mais pleine de bon sens. Plus les tâches sont abstraites, plus elles sont complexes et numériques, et plus il est important de les décomposer et de les représenter. Dans une usine, par exemple, il sera beaucoup plus facile pour les employés de voir concrètement 10 machines en voie de fabrication que d'être face à 10 processus forcément abstraits, comme 10 demandes de clients en cours de traitement. Dans notre usine-école, à l'université de Koblenz, nous rendons visibles les processus d'une usine fictive de camions, et donc compréhensibles. Cela commence par les achats, c'est-à-dire les fournisseurs. Puis nous avons la réception des marchandises, l'entreposage, ensuite l'intralogistique, avec les différentes étapes de production et d'expédition. L'exercice consiste à mettre en lumière le multitâche négatif et à trouver des solutions pour améliorer la situation. Une amélioration nécessaire dans de nombreuses branches. Le multitâche permanent dans la gestion de projets gaspille environ 20% des ressources, soit une perte de chiffre d'affaires pouvant atteindre les 25%. C'est ce qu'ont montré le professeur Komous et le cabinet de conseil Vistum à travers une vaste étude menée auprès de participants issus de 20 secteurs. Le résultat majeur de cette étude, c'est que la situation est effectivement aussi mauvaise qu'on le pensait. C'est même la principale conclusion. Il y a un manque de clarté dans les structures, dans les objectifs. Les priorités ne sont pas suffisamment hiérarchisées. On peut donc supposer, en extrapolant, que le multitâche est trop présent dans les entreprises, dans les organisations, et surtout qu'il n'existe aucune structure, aucun système pour le gérer. La société suisse Endress et Hauser, l'un des leaders mondiaux de l'ingénierie des process industriels et des technologies de laboratoire, a participé à cette étude. Ces dernières années, les exigences dans le développement d'instruments de mesure hyper spécialisés ont considérablement augmenté du fait de l'automatisation, de la numérisation et des enjeux de durabilité. Au fil du temps, nous avons constaté que les employés avaient beau travailler toujours plus et être soumis à un stress croissant, leur productivité était en baisse. Nous avons donc voulu utiliser les dernières découvertes scientifiques en la matière pour améliorer encore cette situation. Au cours de l'étude, des questionnaires en ligne et des entretiens approfondis avec le personnel et la direction ont été réalisés dans le but d'examiner des processus de travail sous différents angles. Question centrale, où se situaient concrètement les charges multiples et les sources de dérangement? Le problème majeur était que les personnes qui effectuaient le travail, c'est-à-dire les équipes de développement, recevaient trop d'ordres différents de sources multiples et que chacune des tâches à effectuer était considérée comme une priorité absolue. Cela a conduit de fait à une surcharge de travail. Dans ces conditions, il n'est plus possible de travailler efficacement. Passer en permanence d'une activité à l'autre ne permet pas de se concentrer correctement sur une tâche donnée. Par conséquent, l'espace de bureau ouvert a été divisé en autant d'îlots que d'équipes. Les développeurs de logiciels peuvent désormais travailler plus tranquillement et mieux se coordonner entre eux. La planification a été rendue plus visible grâce à un découpage en phases de 14 jours appelé sprint. La direction, les clients et les employés définissent ensemble des objectifs réalistes, la priorité des tâches et la charge de travail de chacun. Une organisation intelligible et stable pour toutes les parties prenantes. Bienvenue à la réunion du jour. Comme d'habitude, on va commencer par regarder le graphique d'avancement.
Tout m'a l'air au top. Lors de brèves réunions quotidiennes, les informations clés du moment sont transmises de manière synthétique aux développeurs de logiciels qui, à leur tour, peuvent aborder les problèmes qu'ils rencontrent. Je dirais que nous avons multiplié notre efficacité par un facteur de 3 à 4. Des performances qui ont grimpé en flèche et des équipes plus satisfaites. Pour moi, c'est très valorisant, car j'accomplis la tâche qui m'a été confiée. J'apporte une valeur ajoutée à mon équipe et je rentre chez moi plus content. Travailler de concert avec ses collègues et sans être dérangé est un soulagement pour tous. Le fait d'être entièrement absorbé dans une activité a généralement un effet positif sur la réussite et le sentiment de bonheur. C'est ce qu'en psychologie positive on appelle le flow, ou l'expérience optimale. Être interrompu ou dérangé produit l'effet inverse. À l'université de Lübeck, Corinna Pfeiffer étudie précisément les conséquences du multitâche sur l'expérience optimale dans le cadre professionnel. Pour ce faire, nous avons interrompu des employés de manière aléatoire 2 fois par jour pendant une semaine, puis nous les avons questionnés sur leur ressenti de la dernière demi-heure. Les employés devaient tenir un journal de bord où ils quantifiaient la part de multitâches qu'ils avaient effectuée au cours de la dernière demi-heure, ainsi que la part d'expérience optimale. Et cette étude montre que le multitâche a un impact négatif sur l'expérience de flow. Mais il existe aussi un multitâche intérieur que nous provoquons nous-mêmes. C'est ce que dans la méditation bouddhiste, on appelle l'esprit singe. Tel un singe qui ne tiendrait pas en place, notre esprit saute d'une idée à une autre, accroît la pression, sème le désordre, nous plonge dans un état de stress et nous déconcentre. Souvent aussi, la mauvaise conscience causée par un travail non abouti peut perturber le flux des pensées. Beaucoup de personnes font l'expérience de la procrastination. C'est ce qui consiste à remettre à plus tard les tâches jugées désagréables. Or, le travail inachevé nous donne mauvaise conscience. Nous le gardons toujours dans un coin de la tête. La précrastination, c'est le contraire, puisqu'elle consiste à s'empresser d'accomplir les tâches qui nous sont assignées. C'est aussi très répandu. On essaie de se débarrasser au plus vite de la to-do list. Cela peut conduire à laisser en plan certaines tâches importantes. Une montagne de tâches commencées et non terminées qui nourrit une mauvaise conscience en étant toujours accessible grâce au numérique. Voilà de quoi alimenter un stress chronique. Spécialiste de la sociologie du numérique, le professeur Dominique Boulier s'intéresse à l'impact social des nouvelles technologies. Il analyse l'influence du numérique sur les relations humaines et sur le monde du travail. L'idée du salarié polyvalent, en réalité, elle est directement liée à un modèle de management qui est contemporain. Ça devient un modèle présenté comme « je suis disponible à toutes les sollicitations, en permanence, au même niveau, et je suis capable d'y réagir, mais à la microseconde quasiment, puis si on parle de la finance, on est effectivement à ce niveau-là. Bien ça, effectivement, quand on oblige les gens à travailler à ce niveau-là, on atteint immédiatement des situations de burn-out qui sont très courantes dans les entreprises contemporaines. Il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus de devoir en permanence répondre à tout de cette façon-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, à un certain niveau, il y a aussi un effet de défi où les gens se disent « je suis capable, je tiens tous les fils ». En réalité, on s'épuise, et à un moment, ça craque. Comme beaucoup d'autres, Frank Richter s'est retrouvé prisonnier de cet engrenage. J'ai été soulagé de recevoir du soutien. J'ai de moi-même été chercher de l'aide parce que je savais que ça ne pouvait plus durer comme ça. Pour sortir du piège du multitâche, il suffit souvent de prendre le temps de s'arrêter.
Monsieur Richter a été admis dans un état d'épuisement sévère. Suite à une longue phase de stress professionnel intense, il avait développé un burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel qui se manifestait par ce que nous appelons une dépression agitée. Il était tourmenté, nerveux, tendu, souffrait d'insomnie, présentait des troubles de la concentration et avait tendance à ruminer. L'appareil psychique était donc dans un état à la fois de grande agitation ainsi que d'épuisement aigu. Un peu comme si on accélérait et on freinait en même temps. Dans des établissements spécialisés dans les maladies psychosomatiques et mentales, les victimes du stress renouent avec un rapport normal au temps et avec l'écoute de leurs propres besoins. Dans cette clinique de Magdebourg, la médecine traditionnelle chinoise fait partie intégrante de la prise en charge. Les exercices de pleine conscience constituent, pour ainsi dire, l'antidote parfait aux multitâches, puisque la pleine conscience consiste précisément à diriger son attention sur le moment présent. J'évacue tout le reste. Où je suis, l'heure qu'il est, quel jour on est, les boucles de pensée, les ruminations. Je suis entièrement avec moi-même et pleinement concentré sur moi. Les effets de la méditation sur un cerveau sursollicité peuvent être mesurés concrètement. Dans le service de neuroradiologie de cet hôpital de Munich, la psychologue Britta Hölzel examine des volontaires placés dans un tomographe à résonance magnétique. Des niveaux de stress très élevés sur une période prolongée entraînent la libération d'une importante quantité de cortisol qui endommage les neurones, notamment dans l'hippocampe. Nous observons que le stress réduit la densité de matière grise. Et à l'inverse, nous constatons qu'avec la méditation de pleine conscience, la densité de matière grise peut de nouveau augmenter. L'hippocampe n'est pas la seule région du cerveau à intéresser les chercheurs. Il y a quelques années, une étude a montré que les personnes qui effectuaient beaucoup de multitâches numériques présentaient une densité de matière grise plus faible au niveau du cortex singulaire antérieur, CCA en abrégé. Or, cette région du cerveau joue un rôle majeur dans les processus de régulation de l'attention. Par exemple, lorsque nous sommes distraits par des stimuli, le CCA nous aide à nous concentrer sur la tâche à effectuer. Et nous constatons à travers diverses études que la pratique de méditation de pleine conscience permet de renforcer à la fois la fonction et la structure de cette région cérébrale. Le rétablissement passe par un véritable changement de mode de vie. Or, il n'est pas facile de changer sa façon de vivre, même quand on a passé 8 semaines en moyenne à l'hôpital, car la personne demeure évidemment la même qu'avant. Pour se reconstruire sur des bases solides, il faut compter entre 1 et 2 années supplémentaires. Si certains tombent malades, d'autres semblent réussir à jongler entre une multitude de tâches sans effort. Y aurait-il des profils plus doués que d'autres pour ce genre d'activité? Les plus jeunes consultent leur smartphone ou leur tablette jusqu'à 150 fois par jour. Conséquence de ces allers-retours permanents entre monde réel et monde virtuel, des personnes présentes dans leur vie par intermittence et qui s'ennuient rapidement. Les experts parlent de présence fragmentée, tant au travail que dans les loisirs. Un problème dont beaucoup ne sont même pas conscients. Dans le cadre de ce cours, le professeur et ses étudiants échangent autour du phénomène, expérience personnelle à l'appui. Vous le savez certainement par vos parents et grands-parents. La durée d'attention de votre génération, et plus encore de celles qui vous suivent, n'est pas la même que la nôtre. Votre cerveau réclame de nouveaux stimuli à des échéances plus courtes. Et on peut mesurer le moment à partir duquel on devient agité, dans l'attente d'un nouveau stimulus. Parfois, je me rends compte que je n'arrive pas à me contrôler.
Par exemple, je vais brusquement trouver plus intéressant d'écrire à mes amis ou de visionner une vidéo YouTube que de continuer la série Netflix que je suis en train de regarder. D'ailleurs, parfois, je fais plusieurs choses en parallèle. Franchement, je ne sais pas si je peux agir là-dessus. Certains chercheurs jugent inquiétante cette recherche effrénée de stimuli et l'assimilent à une dépendance. Au centre de ce processus, le noyau accumbens, situé dans le cerveau antérieur. Ces neurones sont impliqués dans le circuit de la récompense, notre centre du plaisir, ainsi que dans les addictions. Le noyau accumbens est stimulé par la dopamine, un neurotransmetteur. En se fixant sur certains récepteurs, la dopamine déclenche des sensations positives, des sensations que nous cherchons à éprouver encore et encore. Au cœur de notre activité mentale, le circuit de la récompense oriente tous nos comportements. S'il est activé en permanence, il peut se dérégler et déclencher une forme de dépendance. Messages instantanés, likes, distractions constantes, telles sont les drogues omniprésentes dans notre quotidien multitâche. Résultat, notre centre du plaisir a besoin de stimuli toujours renouvelés pour activer la libération de dopamine, l'hormone du bonheur. Le design des interfaces sur les réseaux sociaux, il va permettre et favoriser une forme de multitâche. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez avoir des petits actionneurs, comme on dit, des actionneurs en termes d'interface, et des signaux qui vont être de très faible amplitude cognitive. Donc, c'est des tout petits signaux et des réactivités ultra rapides. Donc ça vous permet de faire beaucoup de choses et en même temps de voir en attention périphérique des choses qui se passent sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça, et clac, 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 et vous réagissez. Donc ils ont réagi à quoi? Ils ont réagi au nom du compte, au hashtag ou au titre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez balayer très très vite, vous voyez. Et le système est tel qu'il suffit de voir un titre, oh ça parle de ça, tac, j'appuie sur un bouton. Terminé, vous n'avez pas mobilisé une grande énergie cognitive, et donc vous avez l'impression de faire beaucoup de choses à la fois, de suivre plusieurs fils d'actualité en même temps, parce que vous ne prenez pas le temps de rentrer dans les contenus. Et donc le design même des réseaux sociaux encourage encore cette illusion, j'allais dire, de multitâche. Parce qu'en réalité, c'est vraiment, on a abaissé le niveau de mobilisation de votre attention sur seulement un régime d'alerte où vous réagissez. Ceux que l'on appelle les digital natives ont grandi dans un environnement numérique avec les réseaux sociaux et les technologies de l'information et de la communication. Ils manipulent ces nouveaux outils sans effort et semblent mieux préparés pour le multitâche. Mais les apparences sont trompeuses. En tant que spécialiste des neurosciences, je voudrais souligner le fait que le cerveau a besoin de mûrir. Il suit un processus de maturation relativement long, qui permet à une zone spécifique, à savoir le cortex frontal, d'atteindre l'état adulte. À la puberté, cette structure cérébrale n'est pas encore en mesure de développer les processus d'inhibition, permettant de réguler le bouillon d'impulsions émotionnelles. Or, le problème actuellement est que les jeunes gens, les adolescents, grandissent dans un monde qui les bombarde littéralement de stimuli, alors qu'ils ne sont pas encore dotés de la boîte à outils pour contrebalancer ces sollicitations par les inhibitions qu'il faudrait. Dans le cadre d'un programme national, une vingtaine d'universités allemandes mènent des recherches sur différentes facettes du multitâche. Leur porte-parole est Iring Kor, un professeur en psychologie cognitive à Aix-la-Chapelle. Lui-même s'intéresse particulièrement au potentiel d'entraînement du cerveau. Nous lui demandons de regarder la performance de Harry Kane, un artiste de variété des années 1920 qui se produisait en tant que prodige mental et qui était célébré par le public pour ses aptitudes hors du commun. Maître du divertissement et auteur de livres, Harry Kane fit la promotion de programmes d'entraînement mental pour le grand public. Scientists claim that man only uses 1/10 of his brain power. He allows the other 9/10 to remain idle
unemployed, untrained, and underdeveloped. And because of this, we haven't the least idea of the capabilities of the human brain. Dans cet exemple, on voit très bien comment, à force d'entraînement, on peut parvenir à mener de front plusieurs tâches difficiles. Mais on voit aussi que la performance n'est pas très fluide. Si on regarde de plus près les mouvements d'écriture, on s'aperçoit que les différentes tâches sont combinées les unes aux autres, de sorte qu'elles ne se chevauchent pas. Il en résulte des pauses plus ou moins longues entre les mots et un manque de fluidité. Pratiquer le multitâche ou l'éviter, c'est aussi une question de caractère. Certaines personnes se sentent mieux lorsqu'elles réalisent plusieurs choses en même temps. Mais cela ne veut pas dire qu'elles y arrivent bien. Si on demande aux gens s'ils sont adeptes du multitâche et s'ils pensent bien faire leur travail, on constate que ceux qui répondent par l'affirmative à la première, et plus encore aux deux questions, ne sont en fait pas du tout doués pour cela. On peut donc supposer que les personnes qui pratiquent beaucoup le multitâche ne le font pas parce qu'ils ont des facilités dans ce domaine, mais plutôt parce qu'elles se laissent facilement distraire et ont tendance à sauter d'une tâche à l'autre. Il y a de fait un apprentissage, malgré tout, de toute une génération de personnes qui se sont connectées dès le début et qui se sont améliorées dans la capacité à gérer plusieurs flux attentionnels en même temps. C'est vrai qu'il y a une évolution en termes de capacité cognitive. Mais dans tous les cas, ils sont obligés de trouver des techniques pour distribuer leur attention de façon séquentielle ou, comme je le disais, en mettant des choses un peu en arrière-plan, mais il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir deux flux attentionnels de même niveau. On prétend souvent que les femmes auraient des aptitudes naturelles pour le multitâche. Dans une enquête menée notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne, la moitié des personnes interrogées, hommes et femmes confondus, étaient d'avis que le multitâche était une affaire de sexe. Et parmi celles-ci, 80% pensaient que les femmes surpassaient les hommes dans ce domaine. La psychologue Patricia Hirsch de l'Université technique de Rhénanie-Westphalie a testé le bien fondé de cette hypothèse dans le cadre d'une expérience en laboratoire. D'où vient cette idée reçue? Et contient-elle une part de vérité? On pense que les femmes sont plus capables d'être multitâches que les hommes, parce qu'elles doivent souvent porter plusieurs casquettes à la fois. Par exemple, gérer l'entretien de la maison, tout en menant une carrière professionnelle. Pour l'étude de Patricia Hirsch, des sujets de sexe féminin et masculin ont dû effectuer des tâches de réaction simples sur un écran d'ordinateur. Par exemple, distinguer les consonnes des voyelles ou les chiffres pairs des chiffres impairs. Une attention accrue était requise lorsque les tâches étaient présentées en parallèle, c'est-à-dire dans un contexte multitâche. La chercheuse a enregistré le temps que mettaient les sujets et le nombre d'erreurs qu'ils commettaient lorsqu'ils devaient se concentrer sur plusieurs tâches en même temps. Les résultats de notre étude montrent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en matière de performance multitâche. Il n'existe aucune preuve empirique convaincante que les femmes sont plus multitâches que les hommes. Et bien que d'autres études concluent au même résultat, le stéréotype a la vie dure. Peut-être parce qu'il est bien commode. Et qu'en est-il des seniors? En Europe, la proportion des plus de 50 ans dans la population active est élevée et en progression constante. Les capacités cognitives diminuant avec l'âge, on pourrait penser que ces personnes ont plus de mal avec le multitâche.
Si on compare les aptitudes professionnelles des plus jeunes avec celles des plus âgés, ce stéréotype ne tient pas la route. C'est même tout le contraire. Les personnes qui, au fil du temps, ont acquis des compétences dans leur domaine sont plus performantes dans leur travail. Les plus jeunes compensent ce manque d'expérience en étant mentalement plus réactifs. Et les aînés utilisent des raccourcis. Si l'âge moyen de la population active dans les pays industrialisés est en augmentation constante, les exigences professionnelles sont, elles, en perpétuelle évolution. Comment maintenir le plus longtemps possible capacité de travail, compétences et qualité de vie chez les seniors? Georgios Athanasiou travaille sur ces questions dans le cadre du projet SUSTAGE, un programme de recherche financé par l'Union européenne. L'un des sites qui participent au programme est une usine automobile, avec sa chaîne de montage. L'analyse des données vitales des monteurs seniors permet aux chercheurs d'identifier les moments de surmenage. On observe des phénomènes tels que la fatigue. Avec SUSTAGE, nous essayons d'obtenir, via l'utilisation de capteurs, des informations sur la condition du travailleur. Le but étant de suggérer des actions préventives grâce à un système de recommandation. Soit nous recommandons des micro-pauses de 5 minutes pour que la personne puisse récupérer de sa fatigue, soit nous recommandons un roulement de poste. C'est-à-dire que nous exploitons le côté positif du multitâche. Un changement de poste qui peut être salvateur dans le cadre de tâches répétitives. Autre site à participer au programme, le port d'Héraklion, en Crète. Là aussi, l'équipe de recherche a d'abord identifié les sources de stress spécifiques à chaque poste de travail. Par exemple, l'effort physique, la surcharge mentale ou le multitâche non nécessaire. Nous travaillons avec 2 profils de poste très différents, qui présentent des exigences bien distinctes. D'une part, les dockers. Ce sont les personnes qui manutentionnent les conteneurs, les arriment ou les désariment, pour que la grue puisse ensuite les charger ou les décharger. C'est un travail très dur, très physique. D'autre part, les grutiers. Leur tâche est de nature principalement cognitive. Ils doivent manœuvrer la flèche de la grue vers le pont ou vers le quai, tout en gardant toujours un œil sur l'endroit où se trouvent les dockers, au cas où quelqu'un se trouverait sous un conteneur. Dans les 2 cas, ce sont des métiers à risque. Afin d'aider les seniors en poste, le projet pilote a mis au point un système d'assistance intelligent. Aussitôt levé, les participants au programme se connectent à l'application dédiée. Tout au long de la journée, des données sur leurs conditions physiques et mentales sont recueillies via une montre connectée. Le système a été conçu par une équipe internationale composée d'ingénieurs, de développeurs de logiciels et de psychologues, avec une attention particulière portée à la protection des données personnelles. En se fondant sur le rythme cardiaque ou l'analyse de la voix, le système détecte les moindres signes de fatigue ou de manque de concentration lors de tâches complexes. L'application informe alors la personne concernée, parfois aussi le chef d'équipe, et envoie des conseils concrets et individualisés. Car tel est l'objectif du projet pilote, créer un système de recommandations personnelles qui stimule et maintienne à niveau les performances des travailleurs les plus âgés. Des jeux vidéo font aussi partie intégrante du programme. Du simple memory jusqu'aux activités multitâches plus complexes, ils sont conçus de manière à ce que leur niveau de difficulté augmente progressivement. Chacun d'entre eux mobilise des types particuliers de mémoire, une façon ludique pour les seniors d'entretenir leurs capacités intellectuelles. Des capacités qui, sans entraînement, diminueraient.
Nous savons désormais que, même âgé, le cerveau est doué de plasticité et change lorsqu'on apprend. J'aimerais voir des personnes de 50, 60, voire 70 ans travailler dans le calme et la concentration, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Cela donnerait aussi un énorme coup de pouce à l'innovation, car je pense que les capacités des seniors sont loin d'être exploitées à leur plein potentiel. Des capacités dont nos sociétés vieillissantes ne peuvent se passer. D'où la nécessité de remodeler notre monde du travail de manière à nous protéger contre le surmenage et l'usure prématurée. L'Union européenne tente par exemple de définir un droit à l'indisponibilité, en complément des lois sur le temps de travail. Dans ce domaine, la France montre la voie. Les syndicats allemands négocient également dans ce sens. Au sein des entreprises, les premières avancées sont au rendez-vous. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et même des très grandes, comme HP par exemple, qui limitent les moments où on répond aux mails. Vous voyez, parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Je veux dire, les mails eux-mêmes peuvent générer beaucoup de pression. Eh bien, il y a des heures le matin et en fin de service l'après-midi qui font que vous répondez aux mails à ce moment-là, mais vous avez tout le reste de la journée où vous n'attendez pas que les autres répondent. Résilience du cerveau, protection contre le flot croissant d'informations et meilleure gestion du quotidien numérique. Autant de sujets qui font actuellement l'objet de nombreuses recherches. Dans ce domaine, pas de solution miracle. Sans compter que des modes de fonctionnement comme le télétravail émergent et nécessitent de nouvelles règles afin de préserver la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Les employeurs sont appelés à créer un cadre approprié. Un bon fonctionnement dépend aussi de l'auto-organisation et de la discipline de chacun et chacune. De nombreux conseils pour échapper à la spirale du multitâche semblent aller de soi. Cocher les tâches effectuées au fur et à mesure, s'octroyer des pauses, faire de l'exercice et savoir s'arrêter. Qu'en pensent nos experts de la matière grise ? Éviter complètement les situations multitâches, surtout avec 2 enfants à la maison, ce n'est pas gagné. J'établis une liste des choses à faire et j'essaie de la respecter scrupuleusement. C'est encore mieux que ça, c'est-à-dire que quand j'écris, je m'isole dans un monastère et je vais travailler à une époque, si possible, sans connexion. On pourrait prendre la bonne habitude de s'accorder le temps de faire les choses les unes après les autres. J'aimerais pouvoir dire que, fort de mes connaissances théoriques sur les exigences cognitives requises par le multitâche, je suis bien armé pour ne pas tomber dans le piège. Mais ce n'est pas le cas. Non, mais c'est vrai que ça demande une vraie volonté et un pari sur le fait qu'on peut accepter d'être déconnecté comme ça. Mais c'est très rare, hein. Moi je le dis parce que je le fais de temps en temps, mais c'est là où j'en perçois la valeur.